Mercredi 29 avril, amis sportifs, bonsoir. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur les antennes de Spectrum Télévision comme chaque mercredi soir dans le cadre de la nuit du sport. Au menu, dans la pause actuelle ce soir, du judo avec les derniers championnats d'Afrique de judo seniors, dames et messieurs, individuels et par équipe, qui s'est achevé le week-end, qui se sont achevés le week-end dernier à Nairobi au Kenya. La compétition a regroupé 35 pays, parmi lesquels le Cameroun, qui a donc terminé médaillé de bronze. Bilan et perspective dans la pause actu en première partie de ce magazine. Ce sera également l'occasion pour nous de parler de bodybuilding avec le championnat national de bodybuilding qui s'est déroulé le week-end dernier du côté de Yaoundé. Il sera également question aussi de revenir sur la 9e course de la course, la 9e édition de la course féminine de Yaoundé Kofé. C'était également dans la capitale camerounaise dimanche dernier. Ce vendredi est 1er mai, jour de la célébration de la fête internationale du travail. C'est une journée qui est marquée par des manifestations syndicales dans le but de revendiquer la justice sociale, le respect de la dignité humaine et les meilleures conditions de travail. Dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. C'est d'ailleurs le thème retenu au Cameroun pour les différentes festivités. C'est en tout cas un thème qui nous permet ce soir de nous interroger sur les conditions de travail dans le domaine du sport. Nos invités ce soir, Jérôme Bango, agent de joueur, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à la maison STV qui me donne une fois de plus l'honneur de venir sur ce plateau. Et je dis bon après-midi, alors bonsoir à des millions de téléspectateurs et bonsoir sur mes companélistes. Sur le plateau également, Georges Rim, entraîneur de foot et analyste de sport. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et il y a Albert Atangana-Fouda, journaliste, est avec nous sur ce plateau. Albert, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir la reine, bonsoir à tous les téléspectateurs et permettez-moi de dire un bonsoir très très chaleureux à tous les Mvogada du Cameroun et surtout à ceux de mon village. Merci. Merci. Peut-être on va faire on va ouvrir une petite parenthèse avec vous, Georges. Vous avez souhaité rapidement vous prononcer sur une actualité qui a cours en ce moment en rapport avec le Sénégalais Sadio Mané et aussi, ce qu'on observe au Cameroun. Je vous laisse le soin rapidement de faire votre commentaire. Non, c'est un petit coup de gueule que je souhaitais passer. Vous savez que Terminer le mois par le coup de gueule, bon. Il faut se vider le corps de temps en temps, et engager le prochain mois l'esprit tranquille. D'accord. Non, il se trouve que de plus en plus, nous les Camerounais, nous aimons faire des comparaisons qui n'ont vraiment pas de sens. L'Africain que je suis se satisfait de ce que un joueur comme Sadio Mané, d'après ce que j'ai appris dans les réseaux sociaux, qu'il mette à la disposition de sa fédération des locaux pour y abriter son siège. Mais de là à ce que des Camerounais fassent des parallèles, des comparaisons pour se moquer de la Fédération camerounaise de football et de son président, je trouve que vraiment on est descendu trop bas. J'aimerais rappeler à ceux-là une chose au moins, c'est que comme je viens de le dire, la Fédération sénégalaise de football n'est pas propriétaire de cet immeuble. On l'attribue à Sadio Mané. La Fédération camerounaise sénégalaise de football sera un des occupants, ou est déjà même un des occupants de cet immeuble, comme beaucoup d'autres structures qui louent des locaux pour y mener leurs activités quotidiennes. Évidemment, Sadio Mané a mis une partie, du moins des locaux de cet immeuble à la disposition de la Fédération sénégalaise de football gratuitement. C'est louable et très généreux de sa part. Mais d'aucuns ici au Cameroun veulent faire le type de comparaison, genre, lui c'est un vrai milliardaire et tel autre ne l'est pas. Non, vraiment, dépassons certaines considérations. J'aimerais donc rappeler à ceux-là que il y a un pavillon dans un hôpital de la place, pour ne pas le nommer, à la Kentini, qui porte le nom de Samuel construit, équipé
par la Fondation Samuel Eto'o-Fils et rétrocédé à l'État du Cameroun. Pour ne prendre que cet exemple. Et la Fédération camerounaise de football ne sera plus locataire d'un espace pour y abriter son siège. Elle sera, cette fédération désormais, propriétaire de son immeuble. Un immeuble dans lequel elle pourra faire louer certaines pièces s'il se trouve qu'il y a assez d'espace là-dedans et diversifier ainsi ses sources de revenus. Félicitations au président IA qui a pensé le projet, qui a même commencé les travaux, mais félicitations ici surtout au président Samuel Eto'o-Fils qui, contrairement au prédécesseur de IA, est celui-là quand même qui a repris les travaux et les a menés jusqu'à leur terme. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange les Camerounais, mais vraiment, ça va dans tout le sens dans les réseaux sociaux. Il faut que ça s'arrête. Merci pour ce coup de gueule qui fait sourire un peu le président Fouda. Non, je voulais juste préciser à Georges Rim qu'à Tinga, ce n'est pas une location. Ils avaient acheté, la FIFA les avait sommés de quitter le stade Omnisport au sous-sol et ils avaient bloqué les retombées de la Coupe du Monde de 98 et ils leur ont demandé de sortir de l'Omnisport et d'avoir un siège propre. Et ok, vous nous donnez le chiffre et la FIFA vous envoie l'argent, votre argent. Ils prennent dans votre argent et ils ont acheté cet immeuble-là. C'est même une bonne nouvelle. Moi, je l'ignorais, pour être honnête. Ça a été acheté. Mais aujourd'hui, comparé à ce qui sort de terre là, où est sorti de terre, c'est beaucoup plus prestigieux. Mohamed avait vu que c'était vraiment par rapport à ce qu'il voyait ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il a pris l'initiative de faire construire un siège digne du Cameroun qui était déjà un grand pays. Il y a un certain standing au niveau du football international. Maintenant, pour terminer très rapidement, tu vas reprendre la parole, grand frère. C'est même une très bonne chose que l'actuel siège, du moins jusque-là occupé par la Fédération camerounaise de football, soit la propriété de la Fédération camerounaise de football. Une fois parti de là, ce local sera certainement mis en location et contribuera à diversifier les sources de revenus de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Non, je voulais dire que, vous savez, le problème dans les comparaisons, ce n'est pas nouveau. Ça a d'abord été Eto'o, Drogba, ça a été... Bon, vous savez, Mané est très très humble et il fait des réalisations dont on ne parle pas beaucoup. Je connais une histoire où lui-même est allé à la banque pour prendre de l'argent et il s'est mis en rang comme tout le monde. Oui. On avait beau lui dire non, venez, il a dit non, je me mets en rang comme tout le monde. Une dame est venue lui poser des problèmes, c'est même allé jusqu'au commissariat, on s'est même demandé qu'est-ce qui se passe. Il a répondu à l'appel du commissariat. Finalement, on l'a laissé partir et il est revenu retirer l'argent à la banque. Et il fait beaucoup d'autres choses et ce n'est pas le seul. Je connais la dame, je crois, Ndiaye, championne du 400 mètres olympique, à qui on voulait donner des voitures et tout. Elle a dit non, vous goudronnez la route qui mène dans mon village. Et l'État a fait cela. Voilà des choses qu'il faut encourager et féliciter. Voilà, merci bien. On va donc démarrer cette première partie de l'émission par le judo avec les 47e championnats d'Afrique senior dames et messieurs individuels et par équipe de judo. La compétition s'est déroulée du 24 au 26 avril dernier à Nairobi au Kenya. 35 pays africains ont participé à ce tournoi. 270 athlètes engagés et on rappelle que le Cameroun, la délégation du Cameroun était composée de 14 athlètes. Au classement individuel, le Cameroun termine 7e sur 35. Au classement par équipe, le Cameroun termine 3e ex aequo, synonyme de médaille de bronze. Au total, donc, 7 médailles pour le Cameroun à l'issue de cette compétition. Chez les dames ont décroché 4 médailles. Une médaille d'argent grâce à Baba Mathia Marie-Céline dans la catégorie des moins de 52 kilos.
kg. Une médaille de bronze grâce à Biamizita Ornella dans la catégorie des moins de 70 kg. Bronze également pour Georgika Njengemune dans la catégorie des moins de 78 kg. Bronze aussi pour Bezele Atangana Esther dans la catégorie des plus de 78 kg. Donc 4 médailles sur 8 dames, sur 8 athlètes engagés chez les dames. Chez les messieurs, 2 médailles de bronze décrochées. Tamazan Franck dans la catégorie des moins de 100 kg et Mepouich Daniel Anon dans la catégorie des plus de 100 kg. Donc 2 médailles sur les 6 athlètes qui étaient donc engagés. Chez les messieurs, on donne aussi ces résultats par équipe. Médaille de bronze donc pour le Cameroun, je le disais tantôt. 3e ex-aequo. En conclusion, on rappelle qu'en individuel, c'était 6 médailles et 7e nation sur 35 en Afrique. Par équipe, 1 médaille, donc podium continental, 3 victoires sur 4 combats. 7 médailles donc au total, glanées par la Team Cameroun. Et on note aussi que les catégories lourdes ont décroché 5 des 7 médailles remportées par notre équipe. Alors, de manière globale, Georges, quelle analyse justement est-ce que vous faites de cette participation de la Team Cameroun à ces championnats d'Afrique? C'est le judo. C'est l'un des sports individuels et de combat dans lequel le Cameroun se défend le mieux, notamment sur la scène continentale. Et je pense qu'à la faveur de ces championnats d'Afrique, cela s'est encore confirmé à travers les différents lauriers et médailles, les différentes médailles que la Team Cameroun a glanées. Je ne peux que me satisfaire des performances des Camerounais et espérer que pour une fois, qu'on ne se limite pas qu'à l'Afrique et que l'on aille tutoyer le monde, que ce soit lors des championnats mondiaux ou même lors des Jeux olympiques. Mais pour ce qui est de l'Afrique, le Cameroun est l'une des places fortes, l'un des pays qui en la matière excelle et figure dans le top 5 des meilleures nations africaines en matière de judo. Bilan positif aussi pour vous, Albert Taranafouda? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que je commence par le non. Ouais. Non, parce que nous nous sommes retrouvés sur ce plateau et il y avait d'abord une compétition ici au pays et où le Cameroun a eu le podium. Et ils se sont dit qu'ils devaient aller, je crois, à Abidjan, après Abidjan, et c'était championnat mondial. Donc je dis, moi je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une médaille d'or, parce que c'est une fédération qui travaille beaucoup, et contrairement à d'autres disciplines, parce qu'on sait, il y a des pays qui savent que ce sera difficile pour eux de gagner une CAN en football et tout, donc qui mettent beaucoup de moyens dans les sports individuels comme le judo, comme le karaté, comme dans d'autres disciplines. Et c'est déjà très très bien. Le oui pour moi, c'est parce que au-delà du fait qu'on ne mette pas autant de moyens dans le judo que dans le football, mais cette fédération travaille beaucoup et arrive à glaner des médailles au niveau continental. Se classer 3e sur le podium, c'est déjà très très important parce que avec beaucoup de travail encore, on pourra être aux Jeux Olympiques et glaner, pourquoi pas, des médailles d'or. Voilà. Peut-être, Jean Bango, on aura quand même constaté que les dames dans cette compétition ont plus gagné, décroché des médailles. 4 contre 2, par exemple, chez les hommes. Oui, Didi, il faudrait toujours savoir que dans cette discipline, la dernière fois que nous l'avons dit sur ce plateau, lorsque les dames s'y mettent en matière sportive, elles s'y mettent à fond jusqu'à épuisement, jusqu'au moment de la retraite. C'est pas le cas des hommes aussi Oui, les hommes avec un peu de distraction, avec beaucoup de choses qui les entourent, qui passent par la tête, ça fait que parfois ils sortent de la compétition précocement. Donc moi je dirais tout simplement bravo aux dames et bravo à la Team Cameroun. Bravo à la Team Cameroun parce qu'on sait combien de fois le président de la fédération fait des pieds et des mains
pour que de temps en temps, l'activité au niveau du judo sur le plan national soit toujours opérationnelle. Maintenant, savoir aussi qu'on termine à la 3e place sur le classement par équipe, c'est quelque chose de satisfaisant. Comme venait de le dire le président Albert, on aurait dû titiller d'autres médailles. On aurait bien souhaité avoir la médaille d'or et autres. Parce que quand même, on se rappelle au dernier championnat, au précédent championnat d'Afrique aussi, à Abidjan, c'était une médaille d'argent. Oui, mais c'est pour ça qu'on reste toujours dans cet espoir. Voilà, on reste toujours dans cet espoir parce qu'il faut dire, c'est un peu appréciable parce qu'il faut dire être légèrement au-dessous des Maghrébins. Là, dans l'Algérie, passent les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, un peu les Sud-Africains, les Angolais arrivent. Maintenant, le Cameroun aussi travaille. Donc, il faudra, on espère, il faudra travailler encore un peu plus. Pourquoi pas voir un jour le vert ou jaune au niveau des JO ou alors du championnat mondial, voir que le Cameroun a atteint un niveau considérable, mais ça passe par le travail, par la rigueur et par beaucoup de concentration surtout. Ok, on va donc rappeler qu'après Nairobi au Kenya, prochain challenge international, ce sera l'Open africain de Johannesburg, je pense au mois de juin. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir évidemment sur la préparation de l'équipe du Cameroun. Également dans la pause actu ce soir, l'athlétisme avec la 9e course féminine de Yaoundé, en abrégé COFE, qui a eu lieu dimanche à travers les artères de la capitale camerounaise. Et à l'image, c'est Fraïda Hassanat, des nationalités tchadiennes, qui a été la première à traverser, à franchir la ligne d'arrivée au boulevard du 20 mai avec un chrono de 34 minutes, 6 secondes parcourues sur une distance de 10 km. Cette course féminine, on le rappelle, a marqué la fin d'une série d'activités organisées tout au long de la semaine dernière par l'association Sport et Développement fondée par Luisette René Toby. Et parmi ces activités, il y a eu un important séminaire de renforcement des capacités des femmes journalistes sportives à la couverture des épreuves d'athlétisme. Séminaire qui s'est déroulé du 22 au 24 avril 2026 au Comité national olympique et sportif du Cameroun. On fait le point dans le reportage qui va suivre. Renforcer les capacités des femmes journalistes et sportives à la couverture des épreuves d'athlétisme, c'est l'objectif du séminaire organisé du 22 au 24 avril 2026 par l'association Sport et Développement. Les travaux ont réuni ici, au Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé, une vingtaine de journalistes venus des régions du centre, littoral et autres sud-ouest, ainsi qu'une dizaine d'étudiantes. Dans le souci de promouvoir l'inclusion dans le sport, et vu que les femmes dans le journalisme sont des personnes assez vulnérables, donc depuis la création de l'association, on a mis un point d'honneur à faire ce que nous pouvons pour rendre nos activités de plus en plus inclusives. Donc, à marche de la course féminine, on se dit que pour aider les femmes à améliorer la couverture médiatique des épreuves d'athlétisme, il était important qu'on essaie de les accompagner via les experts. Pendant 3 jours, les experts en athlétisme et en journalisme ont édifié les participantes, respectivement sur les règlements et spécificités de l'athlétisme d'une part, et d'autre part sur les techniques de couverture des meetings en presse écrite, radio et télévision. C'est l'association Sport et Développement qui assure la promotion de la course féminine de Yaoundé qui nous a contactés en nous sollicitant pour qu'on puisse coordonner l'organisation de ce séminaire. Sa cible, c'est les femmes journalistes, parce que comme c'est une course féminine, la présidente, Madame Lisette René Toby, Etamendedi, a pensé que ce serait mieux que ce soit couvert par les femmes. Donc, c'est comme ça que j'ai mobilisé les membres de notre association afin de participer. Et aux membres de l'association, nous avons associé les étudiantes.
Les participantes, après justement 3 jours de travaux intenses, ont déjà une autre approche de la couverture des compétitions d'athlétisme. Au terme de ces 3 jours de séminaire ici au Comité national olympique, on retient que la discipline, l'athlétisme n'est pas perçu essentiellement comme une discipline simple, comme on le faisait dans nos différentes rendus. Et l'atelier nous a donné l'occasion de bien apprendre de la discipline, des termes techniques et de savoir justement les détails liés au bon rendu à l'antenne. Cet atelier de formation bénéficie de l'accompagnement technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme ainsi que celui des institutions sportives, parmi lesquelles le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Oui, nous sommes dans le domaine de la parité des genres et le Comité international olympique accorde une attention particulière à cette parité des genres et l'initiative de la COFE de mettre en exergue des femmes reporters est quelque chose de louable pour que celles-ci puissent avoir les mêmes prétentions que leurs camarades de l'autre genre pour pouvoir mener leurs activités de manière particulièrement convenable. Nous savons qu'elles ont ces compétences-là, elles sont capables de le faire, mais la COFE leur donne cette opportunité de pouvoir s'exprimer davantage et d'avoir plus confiance en ce qu'elles font et se dire que quelque part elles sont suivies dans le travail qui est le leur. Tu as peut-être une recommandation? Ce que je peux faire comme recommandation à ces femmes reporters, c'est qu'elles perdent un peu le complexe d'infériorité par rapport aux hommes, qu'elles se disent que les capacités que les hommes peuvent avoir en tant qu'êtres humains dans le cadre du reportage des compétitions sportives, elles peuvent également l'avoir et elles l'ont autant que ces hommes et qu'elles peuvent donc prétendre évoluer de la même façon que ceux-ci. Et se dire que le Comité national olympique et sportif du Cameroun est ouvert pour ce qu'elles peuvent demander comme initiative de formation et même de participation à certaines compétitions internationales dans le cadre de la couverture de celles-ci. Le séminaire de formation des femmes journalistes à la couverture des épreuves d'athlétisme fait partie de la série d'activités organisées en marge de la 9e course féminine de Yaoundé. Voilà pour le point sur ces travaux organisés dans la semaine dernière du côté du Comité olympique et sportif du Cameroun. Albert Atanganafouda, Louisiane René Tobi, vous connaissez forcément. Aujourd'hui, secrétaire général de la Conféges, fondatrice de cette association Sport et Développement, afin de, elle a dit, de promouvoir l'inclusion dans le sport. Il était donc important aussi pour les femmes, pour les étudiantes, des journalistes en activité, voilà, de maîtriser le règlement de l'athlétisme qui est la mère de toutes les disciplines, d'une part, et aussi de former les unes et les autres aux techniques de couverture des compétitions d'athlétisme. Et là, il y a eu des ateliers presse écrite, radio et télévision. Vous êtes journaliste. Quelle est l'importance justement que l'on peut accorder à de telles initiatives? Vraiment, je dis bravo à Louisiane René Tobi, que je connais depuis très longtemps. Ouais. On a fait beaucoup de choses ensemble dans le sport. Et j'ai dit, son initiative, même déjà sur le COFE, était... qui revient. Je n'entendais plus beaucoup parler de ça. Tout à fait. Oui, et avec tout ce qu'il y a eu, le Covid et tout ça, ça s'était un peu arrêté. Le fait que ça reprenne, vraiment, je dis bravo à Louisiane René Tobi. Et concernant la formation, je vais vous dire, l'athlétisme, ce n'est pas comme le football où il faut pousser le ballon et aller jusqu'au but. L'athlétisme comporte plusieurs disciplines et chaque discipline a son langage. Tout à fait. Donc, il était important qu'elle mette l'accent sur la formation, surtout des femmes journalistes. Je sais que l'UFRESA, que préside Priscilla Mouadougou, Mouadougou, il faut dire Mouadougou à Tangana.
D'accord. Pourquoi tu insistes sur la Tangana? Parce qu'elle est madame à Tangana, elle est ma fille et elle est aussi la femme de Tangana. Donc je dis vraiment, il faut louer cette initiative-là parce que quand on va au handball, les capacités de formation au handball ne sont pas très compliquées. On sait qu'il y a le langage simple, mais en athlétisme, il faut aller discipline par discipline. Voilà. Et parfois, dans une grande compétition, ces disciplines se déroulent sur plusieurs sites et il faut pouvoir suivre, il faut pouvoir s'organiser pour suivre les résultats et autres. Donc, ce n'est pas du tout facile. Et permettre que des jeunes filles ou des jeunes femmes puissent se former à la couverture de l'athlétisme est une bonne chose. Je veux aussi dire que ce n'est pas seulement dans l'athlétisme, parce que vous voyez dans plusieurs autres volets, comme l'informatique, il y a des gens qui font tout pour la formation des femmes, en agriculture, dans d'autres volets. Mais je dis, comme nous sommes dans le sport, félicitations à Lisette Topi. Il faut qu'elle continue dans ce sens. Un commentaire également, Georges Rim, il y a eu cette formation, mais il y a aussi eu la reprise de la course féminine de Yaoundé. Course féminine, comme son nom l'indique, une course essentiellement dédiée à la genre féminine. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise d'autre, sinon que c'est une très belle initiative. J'ai suivi la promotrice parler de ce que, malheureusement, on a le sentiment que de plus en plus les femmes ou les filles ne s'impliquent pas tellement dans l'athlétisme. On les voit briller dans d'autres disciplines, le football féminin, le volley, le basket, etc. etc. Mais l'athlétisme, et ça c'est important de le signaler, est l'un des parents pauvres du côté des femmes, pour le dire ainsi trivialement. Donc ce type d'événement, de tournoi est important à plus d'un titre. D'abord parce que c'est un tournoi, donc le volet compétitif est important, mais comme l'a si bien dit le grand frère Atangana, le volet pédagogique, sensibiliser les filles, les femmes sur ce qu'elles peuvent également faire valoir certaines de leurs compétences dans l'athlétisme, comme athlète ou comme journaliste à même de couvrir ce type d'événement et auquel on donne les rudimentaux pour pouvoir parler de l'athlétisme de manière beaucoup plus technique. Je m'adresse ici aux femmes ou aux filles pour leur dire que l'athlétisme peut être également un tremplin pour elles pour réussir dans la société. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons parler du 1er mai et de la place des sportifs dans le microcosme socio-économique de notre pays, pour leur rappeler qu'une Camerounaise, Françoise Bango, pour ne pas la nommer, a quand même été 2 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Voilà. Et depuis, il n'y a plus rien. Oui, on ne parle plus d'elle, mais je puis vous assurer que... On n'a plus retrouvé ce niveau exactement. De compétition. Voilà. Donc, c'est peut-être l'occasion pour ce type d'événement pour sensibiliser et amener les jeunes filles à s'intéresser à l'athlétisme. Et j'ai parlé de Françoise Bango, mais j'ai retrouvé quelques noms parmi les pionnières. Dans les années 60-70, une certaine Joséphine Foka-Faka, elle était une sprinteuse. Agathe Ngonak, lanceuse de disques et de poids, qui a même participé aux Jeux Olympiques de 72 à Munich. Bref, elles sont nombreuses, des athlètes camerounaises que nos jeunes sœurs, nos jeunes filles feraient mieux d'avoir pour modèle, de copier pour pouvoir également exceller. Et pourquoi pas gagner décemment et dignement leur vie dans ce sport-là.
Vous n'avez pas oublié Koma qui a été champion d'Afrique. Voilà, Georges Koma, j'ai oublié. Les 100 mètres. Tout à fait, merci. À Yaoundé, tout à fait, terrible. Tout à fait. Georgette Koma, toutes mes excuses à la famille Koma et à Georgette. C'était C'était pas volontaire cet oubli. J'ai cherché le nom, mais il ne revenait pas, Batsuba. Mais ces dernières années, quand même, président n'arrive pas. C'est bien quand vous nous rappelez les Georgette Koma, ça c'est super intéressant. Georges parlait de Françoise Mbango, double médaille d'or olympique. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, pourquoi? Parce que c'est à l'école que cela a commencé. Nous, à l'école, vraiment, c'était quelque chose de très important. Le sport, on mettait beaucoup d'importance dans le sport. Tout à fait. Et on formait les hommes, les femmes. Ça faisait que déjà, quand vous voyez dans les années 70, 80, 90, les équipes de handball, c'était les universitaires qui jouaient. Les élèves même. Les élèves qui allaient gagner les médailles d'or aux Jeux africains. Tout à fait. Dans toutes les disciplines d'ailleurs, tout partait de l'école. Aujourd'hui, l'école est tellement devenue autre chose que ce que nous on a connu. Malgré peut-être les Jeux FENASCO, Ligue A, Ligue B. Vous savez, le problème de fond, c'est si le grand frère permet, oui. Elle a évoqué les Jeux FENASCO, Fédération A, Ligue A, Ligue B. Je peux en parler. C'est les Jésus. Oui, les Jésus. Mais en toute honnêteté, je suis d'accord avec le grand frère. On y participe aujourd'hui, parce qu'il faut représenter un établissement. Vous comprenez? Mais vous verrez difficilement dans les sélections, ou du moins dans les équipes, de véritables compétiteurs. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de faire du sport ou alors qui ambitionnent plus tard faire du sport, qui ambitionnent faire carrière dans le sport. Ça veut dire que c'est devenu banal, on y va parce que ça permet de s'évader un tout petit peu, de faire un peu de tourisme, mais rarement, je ne dis pas qu'il n'y ait pas au sein des établissements scolaires de jeunes sportifs, de jeunes athlètes qui rêvent de faire carrière dans le sport, mais ce n'est plus comme c'était le cas à l'époque. À l'époque, quand vous représentiez un établissement, c'était sur la base de ce que vous aviez des qualités, des compétences pour aller le plus loin possible dans la discipline. Ce n'était pas juste pour se limiter... Et à ce niveau-là, la tâche est un peu plus facile, même pour les entraîneurs qui viennent pour la détection. Et à l'époque, même, ce n'était pas les établissements qui allaient c'était des sélections départementales, régionales. À l'époque, c'était les provinces. Donc, vous voyez qu'il fallait faire un tri pour trouver les meilleurs. Voilà. Et comment ça se faisait? Vous savez, dans les années 60-70, quand on compte le nombre d'établissements avec des installations sportives, il y en a très peu. On peut compter Liberman, lycée Jos, un peu lycée technique, Chevreul, Macaque, Dibamba, Vogt, et autres, de la salle. C'était tout partait de là. Et c'était pratiquement les étudiants de ces établissements-là qui vraiment performaient en sport, dans toutes les disciplines. Nous, on jouait les championnats au sucre. On jouait les championnats au sucre, mais en même temps, on jouait dans le civil. Dans les championnats civils, ça veut dire que les talents, déjà, depuis l'école, se formaient. Donc, aujourd'hui, il y a énormément d'établissements, mais c'est juste une grande cour où on peut faire un peu de hand, un peu de basket, mais c'est tout. Il n'y a plus beaucoup d'établissements avec des infrastructures sportives et ça limite cette détection-là. Et comme l'a bien dit Georges Rim, aujourd'hui, la FENASCO, il y a même des établissements qui prennent des civils. Des mercenaires, il faut dire. Des mercenaires et ça fausse tout. Oui, rapidement. Et puis, je m'en voudrais parce que j'ai commencé à citer des noms. Il faut que j'en cite d'autres pour ne pas faire pour ne pas m'attirer certaines fautes. J'ai cité Bango, Françoise, j'ai cité avec l'aide du grand frère Georges Koma. Mais comment oublier Léonie Mani? Comment oublier Delphine Atangana, Sarah Anifou? Donc vraiment, mes chères petites sœurs, mes chères filles, vous qui nous écoutez,
il y a matière à faire carrière dans l'athlétisme et de réussir au très haut niveau comme vos illustres aînés l'ont fait. Voilà, merci pour cette précision. Jérôme, sur le retour de cette course féminine, sur la formation aussi des femmes reporters sportives à la couverture des compétitions d'athlétisme, quel regard portez-vous sur ces différentes activités? Oui, si on commençait par la formation, je crois que la dame présidente a une très belle idée, parce qu'il faut dire déjà la gente féminine excelle plus dans d'autres sports tels que le football et d'autres disciplines. Donc si on vient un peu recadrer comment est-ce que se comporter dans les différents médias lorsqu'il y a, je veux dire, un meeting sur le plan athlétisme, comment est-ce que les journalistes devaient se comporter, je crois que c'est toujours de bon augure. 3 jours, c'est pour innover, c'est pour apporter d'autres informations que certaines n'avaient pas ou ça avait échappé. Donc il faudra tout simplement remettre les pendules à l'heure et puis donner tout simplement l'occasion à la gente féminine, aux journalistes sportifs de bien recadrer de temps en temps et de bien se comporter lorsqu'il y a des meetings sur le plan national. Maintenant, lorsqu'on revient sur cette course, il faut dire que ce n'était pas une course, je voudrais dire quoi, professionnelle parce que là on a vu un tout petit peu des gens aller simplement pour le plaisir. Voilà. 10 km. Voilà. Donc c'est bien de savoir que celle qui avait la prétention de ravir la compétition est passée et on peut que dire bravo. Maintenant, ce que les copanélistes ont dit précédemment, il faudrait tout simplement rappeler que le Cameroun a ceci de particulier, c'est de fabriquer les champions, les observer et puis ne pas projeter l'avenir. On disait ça sur ce plateau. Georges Semeil là actuellement, il fait l'exception. Mais qui on est en train de préparer qui Pretoria en Afrique du Sud. Voilà, on est en train d'arrêter. Après Georges, qui on est en train de préparer? On a vu par exemple au Mont Cameroun, Sarah Tongue. Après Sarah, il y a qui? On a vu François Bango performer aux Jeux Olympiques, mais on ne prépare pas la relève. Et si on ne prépare pas la relève, ben, aujourd'hui, on a ça dans beaucoup de disciplines. Oui. On a eu la chance que peut-être après Albert Roger Mila, les François Mambi, les moments pris, après les Mambi, que Samuel Eto'o, et puis ben, après... C'est vrai qu'en football quand même... on a un peu la chance maintenant, c'est pour ça que de temps en temps, on va piocher, on va demander l'aide chez les binationaux. Mais sur le plan national, on n'arrive plus à fabriquer, on n'arrive plus à avoir des joueurs qui sont partis sur le terroir et exceller à l'international. Donc il faudra que les gens se remettent au travail. On a vu un meeting ici au stade de la réunification où les enfants de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans faisaient dans l'athlétisme. C'est bravo. Donc il faudra qu'à côté de ça, les grandes écoles, les grandes structures continuent le travail et regardent un peu la marge de progression de les athlètes. Parce qu'aujourd'hui, on a regardé un truc comme au basket. L'initiative de la fédération de basket, le regroupement, la détection et autres. Donc, il faudra que ça revienne sur le panel et que les athlètes soient de temps en temps mis sur le but et soient suivis parce que, on parlait de la FENASCO, mais aujourd'hui, est-ce que tout ça a encore un bon regard? Est-ce que ça a une toile de regard? Parce que si les gens viennent là-bas, le plaisir d'une semaine, de 2 semaines, et on ne détecte pas l'avenir, voilà, parce qu'à l'époque où nous étions, les athlètes, c'est les présidents, c'est les directeurs des établissements qui voulaient avoir les meilleurs athlètes pour les donner les bourses scolaires, pour les dire que venez fréquenter chez nous à des prix un peu plus profitables, plus raisonnables. Donc, partant sur ce pan, et il faudra aussi dire ça, il n'y a plus assez d'espace. On n'a plus les espaces aujourd'hui pour que les jeunes essayent de se mouvoir. Ça n'existe plus. Là, vous allez trouver que tel stade d'antan, aujourd'hui, c'est un bâtiment et autres. Donc, il faudra aussi que l'État pense à tout ça, les municipalités et autres, pour que les enfants se mettent. Parce que si vous êtes détecteur, vous pouvez passer en route. Il a un diplôme d'entraîneur, il peut voir un enfant dans la rue et il estime qu'il peut être bien et l'amener quelque part. Mais si déjà... C'est un peu ce que voilà, si on ne trouve plus... observé au Maroc, à tous les exactement. Quand vous arrivez au Maghreb, vous savez, à presque tous les 10 km, vous avez un seul, même jusqu'à 20 h, les enfants sont en train de jouer. Donc,
Voilà, donc il y a ça, parce que les gens préfèrent plutôt dans le bâtiment aujourd'hui que les aires de jeu. Et puis, lorsque ça disparaît, il y a des quartiers qu'on joue même plus, qu'on joue dans la rue. Et voilà, donc on a su que les Samuel Eto'o sont partis de la rue, les autres, les Albert Léon. Donc, nous autres, on nous a récupérés dans la rue pour nous amener à l'école de football des Brasseries. Et puis voilà, donc je dis qu'il faudra que les municipalités surtout, qu'ils font ce travail-là pour que les jeunes d'aujourd'hui... les aires de jeu. Voilà, c'est ce décès. D'accord. Oui, Georges. Moi, je vais revenir sur une des choses très, très importantes qu'a soulevé le grand frère Tangra. Il faudra pour dire que les municipalités ont certes leur part de responsabilité, mais pour rester dans un cadre purement scolaire, pour dire que les autorisations qu'on accorde aujourd'hui pour la création, l'ouverture des établissements scolaires, ma foi, ont également une grosse part de responsabilité dans ce type de déperdition-là, sur le plan sportif. Ouais. Aujourd'hui, des écoles ouvrent, beaucoup plus dans le privé, évidemment, ouvrent sans aire de jeu. Ouais. Or, on sait tous qu'au-delà de ce que cela a un volet ludique pour permettre aux enfants de se détendre, de s'amuser, mais c'est également important sur le plan cognitif. Parce qu'après des heures de cours, il faut bien se détendre et un tout petit peu libérer le cerveau qui a passé 3, 4, 5 heures à ne faire que accumuler. Donc, c'est important. Comment comprendre qu'on donne des autorisations aux établissements d'ouvrir, que ce soit dans le primaire ou au secondaire, je ne parle pas que d'un certain type d'établissement bien précis. Comment comprendre qu'on octroie des autorisations de création et d'ouverture sans tenir compte justement... Pardon? Sans tenir par exemple compte... qui fait partie, ce volet-là, qui fait partie des critères, cahiers de charges dont on a parlé... qui ne remplissent pas, mais qu'on les donne pour justement que ces autorisations soient accordées. Donc, il faut également que l'État soit un tout petit peu regardant, même pas un tout petit peu, soit très regardant là-dessus. Parce qu'au-delà du ludique, il y a aussi, comme je l'ai dit, sur le plan cognitif, l'importance de ces aires de jeu. D'accord. Non, je voulais quand même rendre hommage à Karkaba Malboum, qui, lorsqu'il était président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, justement, c'est sous son impulsion qu'il y a eu ces grands athlètes-là, masculins comme féminins, et qui ont fait honneur à notre pays. Et donc, il ne faut pas oublier cela. Et même en volleyball, il y a par exemple Chikanda qui, parti de Yaoundé pour Bafoussam, a créé des écoles de volleyball. Donc, vous voyez, tout doit partir de la base, la pépinière, quelle que soit la discipline. Donc aujourd'hui, on interpelle, par exemple, vous interpellez par exemple la Fédération camerounaise d'athlétisme. Justement, il faut, au Maghreb, là, ça commence très très jeune. Hein, parce que moi, j'ai eu le programme tunisien. Les bus prennent les élèves dans les périphéries, les amènent à l'école. À 7 heures, ils arrivent à 8 heures, commencent par le sport. L'école commence à 9 heures. L'école s'arrête à 16 heures. Les enfants jouent jusqu'à 17 heures et les bus les reprennent pour la maison. Donc vous voyez, il y a la culture du sport qui est là-dedans. Même nous, à Liberman, c'était ça. Le ping-pong, le tennis de table. Mon Dieu, il y avait au moins 3 ou 4 tables sur le préau et on se disputait ces tables-là. C'est pour ça qu'on était très bon. Si vous me donnez une raquette maintenant, là, même après 30, 40 ans, je vais retrouver vos automatismes. Oui. Donc, c'est un peu ça. Nous, on commençait le matin, c'était le tennis de table. Le soir, c'était les tournois interclasses de football, de handball, de tout. Donc, c'est là où on décelait les talents. Malheureusement, aujourd'hui, comme l'a si bien dit Georges Rim, les établissements poussent à coups de milliards, mais sans aire de jeu. D'accord, on espère que les différents messages sont Jean-Alain Boumson, international français, pour ceux qui ont du football, est sorti du collège dont tu as parlé. Oui, et s'il te plaît, il n'a même jamais joué le football au Cameroun. Son père, qui était international de volleyball,
Somken, vraiment a profité. Comme ça, son fils est allé retrouver la maman au Havre. Et là-bas, au lycée, on a vu qu'il était très bon en basket, très bon en football. Et on lui a demandé de choisir, il a choisi le football. Et tout de suite, là, il y a Liverpool qui voulait le prendre. Ben, il a été conseillé, il a préféré commencer au Havre. Ouais. Donc, il est devenu international français. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de moyens de chercher les talents. Il y en a. Même en football, pas comme dit Congo, on a des talents, de talentueux footballeurs. Ouais. La preuve, il y en a qui partent des centres de formation directement pour l'Europe et ils deviennent professionnels après 5-6 mois. Donc, mais est-ce qu'ils sont suivis? Ici au pays, il n'y a pas de suivi, c'est ça le vrai problème. Alors, on va terminer par l'actu du bodybuilding. Le championnat national de bodybuilding a eu lieu samedi dernier du côté de Yaoundé. Une compétition qui a réuni de nombreux athlètes, dames et messieurs, dans plusieurs catégories. Il faut rappeler que ce championnat est crucial et se situe dans le cadre des préparatifs du championnat du monde de bodybuilding and fitness que le Cameroun organise au mois de juillet prochain. D'ailleurs, le premier casting féminin avait eu lieu le 12 avril à Yaoundé. Une vingtaine de filles avaient posé dans les catégories bikini, wellness, body fitness, women's physique, figure et sport modèle. C'était également le cas samedi dernier où certains athlètes ont d'ailleurs décroché des médailles d'or et une qualification pour le championnat du monde. Nous proposons d'écouter ces réactions. Je me présente Eyenga Dieo de Agnel et je viens de passer dans la catégorie des Women Sport Model Junior et j'ai gagné la médaille d'or. Comment tu as trouvé la compétition? C'était bien, je me suis bien lâchée. Au début c'était stressant mais ça va. Et les techniques aux entraînements, vous êtes fait quoi précisément? De plus, montrer ses abdos, il faut être toujours gainé et sourire. Bon, le président dit que vous êtes qualifié pour le championnat du monde. Comment tu apprécies la nouvelle? Je suis tellement heureuse. Je ne savais même pas, le mot me manque. Je suis tellement fière. En beaucoup travaillant, garder mon même sourire et m'améliorer dans tous mes passages. On retient que ça se passe bien, que les enfants travaillent dur et que les sélections se poursuivent. Là, le Cameroun a créé le championnat du monde, nous devons sélectionner la crème des crèmes et ça se passe pour le moment très bien. Les experts internationaux sont là et sont contents du travail effectué par la fédération. Nous avons 17 catégories et nous allons sélectionner 55 personnes aujourd'hui et à la prochaine sélection 55 pour avoir à la fin 50 personnes. Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir. Nous motivons ces enfants. Là, c'est les futurs stars de demain. Là, il faut leur donner ce tonus afin qu'elles soient motivées davantage. Il y a beaucoup de surprises, comme dans la physique, vous avez vu. Les gens travaillent dur et il faut évoluer le sport. Donc, nous encourageons ce travail. Il faut travailler et avec la FECABO, quand on travaille, on est les meilleurs, on va au sommet. Et un grand merci à la tutelle, un grand merci pour leurs efforts, pour tous ces efforts, pour que notre fédération continue d'avancer. Voilà pour ce qui s'est passé le week-end dernier à Yaoundé lors de ce championnat national qui évidemment se situe dans le cadre des préparatifs du Cameroun aussi pour la prochaine Coupe du Monde de bodybuilding et fitness. C'est prévu ici même au Cameroun au mois de juillet prochain et il faut d'ailleurs rappeler qu'il y a une délégation internationale qui a été reçue hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique dans la perspective justement de l'organisation de cette coupe, de ces championnats du monde de bodybuilding. On reviendra notamment dans nos prochaines éditions. On rentre tout de suite dans la seconde partie de cette émission. 1er mai, les conditions de travail des sportifs au Cameroun en question. Je vous le disais tantôt, le 1er mai prochain, là, on va célébrer la journée internationale du
travail, une journée marquée par les manifestations syndicales dans le but de revendiquer la justice sociale, le respect de la dignité humaine et évidemment revendiquer les meilleures conditions de travail. Et le thème retenu au Cameroun est dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Ce soir, on s'interroge sur les conditions de travail des sportifs au Cameroun. À première vue, quand même, Georges Rim, quel regard est-ce que vous portez sur nos sportifs en général? Tu viens de rappeler le thème pour cette 140e édition de la Fête internationale du travail au Cameroun. Dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise. Bon, l'entreprise, je peux considérer ici qu'on parle enfin, pour amener au sport, on parle des structures qui encadrent la jeunesse dans le mouvement sportif, les clubs, les associations, etc. etc. Que comprendre de cette thématique? Collaboration, puisque quand on parle de dialogue social, il s'agit de collaboration. Et dans collaboration, dans dialogue, je veux moi, Georges Rim, comprendre que l'on s'assoit à une table où sont conviés tous les acteurs, c'est-à-dire les entreprises et les principaux concernés, c'est-à-dire les sportifs, pour justement s'accorder sur les conditions les meilleures, l'amélioration de leurs conditions de travail. Lydie, permet-moi de penser que c'est bien si on a pensé 140 pour la 140e fête du travail à mettre sur la table une telle thématique pour que enfin que l'on reconsidère la situation du sportif camerounais. Mais avez-vous le sentiment qu'en l'état actuel, les sportifs camerounais, toutes disciplines confondues, exercent dans les conditions dignes de ce nom? Permettez-moi de penser que non. Dans le football, par exemple, on a fixé les salaires pour ceux qui évoluent dans les championnats professionnels MTN Elite 1 à 200 000 francs, MTN Elite 2 à 5 000 francs, la Guinée Super League 50 000 francs, même si je ne sais pas exactement quel est le véritable statut des joueuses de la Guinée Super League. Est-ce qu'elles sont professionnelles, semi-professionnelles ou encore amateurs? Mais je veux croire qu'elles sont professionnelles. Le président Fouda est là, il est très impliqué dans le foot féminin. Mais même jusque-là, est-ce que les entreprises, dont les clubs qui les emploient, parce que par entreprise, il faut comprendre, les clubs qui emploient ces footballeurs et ces footballeuses, se sont vraiment assis avec ces footballeurs et ces footballeuses pour discuter des conditions les meilleures en vue de l'amélioration de leur profession, de ce qu'ils ont choisi comme métier. Là également, je dis non, parce qu'au regard des différentes plaintes des joueurs, des rapports, ou du SINAFOC ou de l'ANFC, l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, on comprend que les footballeurs ne sont pas encore logés à l'enseigne qui leur permettrait de vivre décemment de la pratique du football. Là, je ne parle que du football. Allez regarder dans d'autres fédérations et dites-moi, au football au moins on connaît même les salaires. Et je veux questionner ici la mémoire du grand frère Atangana et de Jérôme. S'ils peuvent me dire, s'ils connaissent combien touche un basketteur, un handballeur, un spongiste, un tennisman, un rugbyman, etc., etc. Bref, on baigne dans un flou total pour ce qui est. Et là, je ne parle que de rémunération, donc du salaire. Je ne parle même pas de l'environnement. Dans quelles conditions ces sportifs exercent? Sur quelles aires de jeu ils travaillent? Parce que le tout n'est pas de venir jouer le dimanche, le samedi, le mercredi. Pour ce qui est du football. Mais la semaine là, vous la préparez où? Comment? Sur quelles infrastructures vous allez aux entraînements? Parce que la pelouse, c'est votre lieu de travail.
Un peu comme il t'arrive, toi, d'être dans ton bureau ou bien sur un plateau TV à présenter ton émission. Un peu comme il arrive à l'enseignant d'être dans sa salle de classe. Un peu comme il arrive au banquier d'être dans son bureau, etc., etc. Pour les sportifs, c'est le terrain, l'aire de jeu. Avant d'aller en compétition, de lundi à vendredi, en supposant que il va en compétition le week-end. Mais de lundi à vendredi, il travaille où? Comment? Dans quelles conditions? La thématique, si elle est très importante. Dialogue social et travail décent. Dans le travail décent, il n'y a pas que le salaire. Mais il y a également l'environnement qui concourt à ce que le sportif puisse s'exprimer ou alors exprimer valablement, pleinement, sereinement son talent. C'est de tout cela qu'il est question. Si cette fois-ci, on a pensé à une thématique comme celle-là, je veux que ça ne s'arrête pas. Je souhaiterais, mon vœu le plus cher serait que ça ne s'arrête pas à de simples discours, mais que l'État du Cameroun, à travers le ministère de l'Emploi et... c'est ça, non? C'est l'emploi et la prévoyance sociale, ou bien le travail. Il y a l'emploi et la prévoyance sociale, le ministère du Travail aussi. Et de la sécurité sociale. Et de la sécurité sociale, autant pour moi, merci beaucoup. Que ce ministère-là prennent le problème des sportifs camerounais dans leur ensemble à bras le corps et que ce dialogue-là puisse véritablement se mettre sur pied pour permettre aux sportifs d'être... Tout le monde a besoin d'une certaine ascension sociale. Il n'y a pas que les banquiers, les fonctionnaires, je ne sais pas moi qui méritent d'être heureux dans la société. Le sportif, puisqu'il a décidé, c'est son choix. Si on estimait qu'on ne peut pas vivre le sport, mais arrêter ou alors arrêter de promouvoir le sport dans ce pays. Mais si on décide de promouvoir le sport, c'est parce qu'on se dit qu'il est possible de s'épanouir dans le sport, d'avoir une certaine ascension sociale dans le sport. Tout le monde veut être chez lui, tout le monde veut construire, tout le monde veut... Bref, tout le monde veut vivre décemment. Donc, travail décent pour une vie décente. Alors, ce n'est pas que l'affaire d'une certaine catégorie de personnes dans la société. Les sportifs également y ont droit. Et l'État du Cameroun doit veiller à ce que les sportifs puissent exercer dans d'excellentes conditions de travail. Voilà, la chute, elle est assez intéressante, Président Fouda. Les sportifs ont aussi droit au travail décent. Qu'est-ce qui, pour vous, coince au niveau du Cameroun? Georges tout à l'heure m'a interpellé pour rappeler si les basketteurs ont des salaires et autres. Mais je vais plutôt lui dire que dans les années 70-80, ce n'était pas le professionnalisme, mais en football, les équipes, les présidents des clubs, leurs membres recrutaient les joueurs. Si bien que le joueur avait son salaire, avait les primes de match, se sentait à l'aise et pouvait donc développer son talent. C'est pour ça que le Cameroun a dominé l'Afrique pendant plus d'une dizaine d'années. Pour dire que à cette époque, vraiment, ce slogan, moi j'appelle ça, les thèmes sont toujours bien libellés, mais ça reste sur du papier ou dans les conférences, mais en fait, après ça, il n'y a rien. Juste le temps d'une manifestation et après, il n'y a plus rien. Mais je dis concrètement, il y a 30-40 ans, les footballeurs, pour ne parler que d'eux, étaient bien lotis. Ils étaient employés dans des sociétés et étaient à l'aise socialement parlant, bénéficiaient des assurances et tout. Ça c'est avec l'économie camerounaise qui est vraiment a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de sociétés ont fermé et puis la FIFA a imposé un certain nombre de choses, le professionnalisme. Malheureusement, au Cameroun, c'est encore une nébuleuse. Hein. Oui. Ça fait que les 200 000 à payer, on ne sait même pas, est-ce qu'il y a le Sénafo, quand il sort le baromètre, on constate que c'est à peine 4 ou 5 clubs professionnels qui règlent, qui paient régulièrement les salaires. Et au-delà des salaires, comme l'a si bien dit Georges Rim, est-ce qu'ils sont assurés, même si le cahier de charges
pour le dossier d'affiliation au championnat demande que l'équipe assure ses joueurs. Mais est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est contrôlé que c'est fait? Ce n'est pas évident. Et les conditions pour aller jouer, s'entraîner, il n'y en a vraiment pas. Parce que c'est les mêmes joueurs qui, sans être professionnels, tous les matins mangeaient les bains haricots avec tous les autres. Aujourd'hui, qui sont professionnels, le matin, ils sont toujours au bain haricots avec tout le monde. Ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Déjà parce que le salaire ne passe pas. Et on a besoin de que pour produire le spectacle et autres. Mais pour le reste, on se lave les mains. En se disant, c'est vrai, l'État, l'une des missions régaliennes de l'État, c'est l'épanouissement de la jeunesse par le sport, par les arts, partout, sur tous les volets. Mais comme c'est le sport qui amène le pays, la visibilité du pays, d'accord, mais il faut donc qu'ils mettent les moyens. Sauf qu'ils n'ont pas tous ces moyens. Parce que j'ai entendu tout à l'heure que le ministre des Sports a reçu les émissaires internationaux pour le bodybuilding. Tout à l'heure, il y a eu la gymnastique. Il y a eu la Confédération du foot à 7. Voilà, il y a eu la gymnastique, il y a eu le foot à 7. Et nous sommes prêts à organiser tous ces grands événements. Mais ça, c'est pour l'image du Cameroun. Mais maintenant, les sportifs eux-mêmes, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Et c'est ça le problème de fond. C'est pour ça que je voudrais dire qu'aujourd'hui, là, on a beau signer des conventions à gauche, à droite, mais est-ce que c'est matérialisé? Est-ce que ça marche effectivement? Parce que j'ai entendu parler d'une convention avec la CNPS. Oui. Mais s'il y a les sociétés qui brassent l'argent, n'arrivent même pas à reverser l'argent à la CNPS pour leurs employés, pour les sportifs, ça m'étonnerait qu'ils ne reçoivent déjà pas les salaires. Par contre, quand des sociétés prennent en charge, créent une section de sport, comme la SNH fait avec le vélo, oui, ces cyclistes-là sont assurés. Ils ont tout, vraiment, ils ont tous les moyens, ils sont à l'aise et répondent donc à ce thème. Mais en dehors de, il y a quelle autre société? C'est vrai que les championnats corporatifs, comme vous voyez les tournois, il y a les banquiers qui ont leur championnat, ils sont les assureurs, les accognés, les douaniers et autres. Ouais. Dans ce cadre-là, c'est bien parce qu'ils sont déjà intégrés dans des entreprises et ils sont assurés, ils ont tout là-bas. Là, ce thème-ci les concerne particulièrement. Mais les championnats civils, vraiment, rien à voir avec ce thème parce qu'ils sont négligés, les sportifs sont négligés et tout. Vous vous souvenez, Mbango a eu à dire dans une interview qu'avant de gagner la deuxième médaille d'or, la fédération lui interdisait même de s'entraîner au stade municipal Amadou Ahidjo. C'est pour dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour le bon épanouissement, le bon travail des athlètes, des sportifs, et ce qui est dommage. Donc il faudrait peut-être, après cette fête du travail, qu'on change de paradigme et que l'État puisse mettre beaucoup plus de moyens. Parce que, par exemple, moi je sais, pour lancer le professionnalisme au Gabon, l'État avait débloqué 11 milliards. Le salaire le plus bas était 400 000 francs. Mais ça n'a pas duré. Parce qu'avec les problèmes, avec la crise économique et tout mondiale, ça n'a pas duré. Et la loi des finances de 2023 avait aussi dit que les sociétés qui vont investir dans le football d'élite, construire des infrastructures, il y aura ça va se jouer au niveau des impôts et autres. Malheureusement, pourquoi ces sociétés-là ne prennent pas en charge des sports précis, hein? Parce que on avait connu avant SNH, il y a Camp Placage qui avait aussi une section vélo,
Et ces gars gagnaient partout parce qu'ils étaient bien dans leur peau. Même SNH Vélo Club, vous voyez, ils gagnent partout parce qu'ils sont bien dans leur peau. Pourquoi il y a eu, oui, il y a eu PAD. Oui, il y a eu PAD. Bon, c'est vrai. À l'époque, il y avait l'équipe d'impôts, l'équipe de prévoyance, l'équipe de PAD football. C'était un bon encadrement. Aujourd'hui, pourquoi plusieurs sociétés d'État ne prennent pas certaines équipes ou certains sports en charge pour justement répondre à ce thème? C'est tout cela, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on pourra avoir des réponses? Ça, c'est pas évident. Jérôme Bango, on a suivi Georges Rim, le président Abel Atangana Fouda, parler évidemment des conditions de travail des sportifs au Cameroun, l'environnement qui ne favorise pas toujours un meilleur déploiement pour les athlètes. Est-ce que aujourd'hui c'est un peu la même lecture que vous partagez? Vous êtes agent de joueurs, vous observez par exemple les footballeurs au quotidien. Qu'est-ce qui retient par exemple votre attention? Oui, mais je crois que les deux précédents co-panélistes ont dit l'essentiel. Il faudra dire qu'au Cameroun, c'est très difficile. Déjà par manque d'infrastructures, déjà par manque de connaissances. Mais il y a les stades qui ont été construits. Oui, mais qui ne sont pas utilisables. Qui, vous savez, pour utiliser, déjà pour moi, c'est la guerre, le stade de la réunification, c'est des problèmes. Il faudra jouer dans les stades annexes. Voilà, vous allez constater que la plupart des équipes s'entraînent encore sur les terrains en terre battue et qui doivent venir jouer sur le gazon. Et là, ça peut causer des problèmes. Vous savez que vous vous entraînez régulièrement sur la terre battue, vous avez les possibilités de vous blesser. Et puis, à des heures, pas assez bien. Parce que, par exemple, si on prend tous les exemples du côté du Maghreb, vous allez voir que la majorité des équipes s'entraînent au Maghreb à partir de 16h, 17h, lorsque le climat est favorable. Vous allez voir, contrairement en Afrique subsaharienne ou alors au Cameroun, on s'entraîne plus au moment où il fait chaud, c'est-à-dire entre 13h et 15h. Et vous voyez que lorsque vous êtes dans ces climats-là et que vous n'êtes pas bien alimenté, le résultat ne suit pas. L'alimentation, les présidents des clubs, est-ce qu'ils remplissent les cahiers de charges exigés par les fédérations? Ça, il faudra déjà les questionner et savoir comment. Moi, je crois que nous avions souhaité tous que les clubs ou alors les athlètes au Cameroun sont pris en charge par des sociétés. Lorsque ce n'est pas des sociétés, on voit comment l'athlète essaye de vivre. Parce que, si on prend le cas spécifique du football, la plupart des acteurs ou alors des athlètes ne maîtrisent pas déjà leur propre contrat qu'ils signent. Que dit le contrat? Ils ne maîtrisent pas. Alors, on sait que chez les athlètes, c'est les contrats à durée indéterminée. Et pour quelle durée vous allez jouer? Vous avez un contrat, par exemple, qui vous lie au club jusqu'à 2 saisons. Lorsque vous êtes blessé, le club ne s'occupe pas de vous parce que vous n'êtes pas assuré, parce que vous n'êtes pas accompagné et vous ne savez pas comment réclamer tout ça. Et ça fait que l'acteur est carrément perdu et il est reversé au niveau de sa famille. C'est la faute à qui à ce moment-là? Oui, la faute du sportif qui ne se fait pas accompagner au sportif, à l'organisation générale. À l'organisation générale parce que rien en fait n'est professionnel. Rien n'étant professionnel, on court encore sur l'amateurisme parce qu'on ne peut pas comprendre que les joueurs préfèrent aller jouer par exemple au Gabon, avoir un bon salaire qui est régulier, que de rester ici dans les grands clubs et avoir un salaire qui passe une fois les 3 mois. C'est pour ça qu'on demande toujours au président des clubs de temps en temps, la fédération demande de justifier comment est-ce que les paiements des joueurs, il n'y a pas que... en général, est-ce que l'athlète qui aujourd'hui, qui va se préparer pour les 100, pour les 200 mètres, comment il est encadré, comment il finit? Si à la fin il doit rentrer au quartier, prendre la bouillie pour se maintenir, et que ça devient plus difficile. Et puis l'environnement et autres. C'est pour ça que vous arrivez ailleurs, vous en fiez. C'est-à-dire que vous allez en Malabo, vous voyez quelqu'un qui joue à Renascimento ou bien à Sony Langema qui vient aux entraînements avec un véhicule. Et quand vous arrivez au Canon, vous voyez que 90% des joueurs viennent en moto. Vous dites qu'il y a un problème. Donc il faudra...
Il faudrait essayer de bon, oui, pas le canon, pas forcément c'est le canon. Non, mais pas le canon forcément. Non, oui, il faudrait pas, voilà, non, je n'ai aucun problème avec les dirigeants. C'est faux, au canon. Non, je n'ai aucun dirigeant, non, pas. L'exemple du canon, oui, ce n'est pas exactement sur le canon. C'est ça, non, je veux dire, des équipes bien futées, où on voit encore les joueurs venir encore sous les motos et autres. Donc, il faudra tout simplement que je ne sais pas si c'est les états généraux du sport ou alors quelque chose pareil pour vraiment essayer de comprendre que l'athlète c'est une structure parce que lorsqu'on choisit de faire le sport, il faudra qu'on se sente à l'aise parce que vous allez trouver des joueurs où le bailleur est en train de les chasser parce qu'eux aussi, lorsqu'ils ne reçoivent pas le petit salaire qu'il les a proposé, et ça fait difficilement, la plupart, 90% des acteurs ou alors des sportifs sont encore soutenus par les familles. Donc on ne peut pas dire que le sport est professionnel au Cameroun, on ne peut pas. Parce que si vous avez votre petit frère qui est sportif, c'est encore donc vous dites quoi, le sport n'est pas un travail? Oui, pour le moment, parce que vous n'allez voir aucunement, nulle part au Cameroun, on a associé les sportifs à la fête du travail. Il manque quelque part parce que c'est les grandes structures. Bon, voilà, lorsque vous profitez des corpos, là c'est très bien. C'est des gars qui arrivent bien véhiculés, qui s'entraînent après le service. Et puis à la fin du match, ils ont les primes de match plus que ceux qui sont vraiment des véritables sportifs. Vous allez voir chez les banquiers, par exemple, où on va vous dire que le prime d'entraînement c'est 15 000. Vous allez repartir dans le club civil, on va dire que le prime d'entraînement c'est 2 000 ou 1 500. Ou 1 000 francs. Voilà, vous voyez que là, vous dites, ben, celui-là veut faire carrière et celui-là, de l'autre côté, même ces primes-là ne sont pas payées à la fin de la séance. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur le plan sportif qu'il faudra voir, qu'il faudra mettre tout le monde. Quel est le rôle de l'argent? Qu'est-ce qu'il doit faire auprès d'un acteur? Quel est le rôle de l'entraîneur? Vous allez voir, la plupart des entraîneurs sont brutalement débarqués des clubs. Oui. Et que le club ne leur donne même pas les indemnités, rupture de contrat abusif, il n'y a rien, personne ne réclame rien. Et puis voilà, on accepte ça comme ça et on avance. C'est monnaie courante au Cameroun et on fait avec moi. Moi, je voulais savoir pourquoi, à l'époque, la SONEL avait toute une fédération. Exactement. La SONEL avait toute une fédération de sport, avec toutes les disciplines. Aujourd'hui, c'est un peu FAP, Forces armées et police, comment FAP fait pour gérer toutes ces disciplines, tous ces athlètes et gagner des compétitions et autres. Et pourquoi est-ce que ça ne peut pas être copié ailleurs? Moi, pour répondre, je n'ai pas la réponse exacte, mais je peux penser que à partir du moment où on a privatisé la société qui gérait l'énergie électrique au Cameroun, SONEL à l'époque, Société nationale d'électricité, depuis que c'est passé sous giron privé, d'abord c'était quoi avant Eneo là, AES, SONEL, et puis aujourd'hui Eneo, je peux comprendre que les nouveaux propriétaires aient choisi, ça peut se comprendre pour des questions économiques, de se défaire des autres pans de l'activité de l'entreprise qui, pour eux, était budgétivore, c'est-à-dire plus dépensier que véritablement productif. Donc, ça peut expliquer qu'on est plus SONEL volley, SONEL ceci, SONEL... Même un club d'athlétisme, je crois qu'ils en avaient. Donc, ça, je peux comprendre, même si je n'encourage pas cela, parce que quand même, ce sont des entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices. Oui. Beaucoup de bénéfices. Et le social est dans leur cahier de charge. Et le social est dans leur cahier de charge. Devraient donc investir une partie de leurs revenus dans le mouvement sportif, à défaut d'avoir des clubs en leur sein, mais sponsoriser, soutenir des clubs, que ce soit dans le foot ou dans d'autres disciplines sportives. Voilà. Parce qu'on voit à chaque fois marche sportive. Parfois, surtout. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Alors moi, la petite question que j'avais pour Georges Rim, c'est vrai, comme tout à l'heure vous parlez un peu de l'environnement du travail au niveau du football. Les années précédentes, on a vu par exemple en foot que c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on est par exemple réduit à un championnat à 14. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été une solution, c'est une solution efficace?
Oui, c'est une solution efficace. Et je crois même que sportivement, ça se fait ressentir. Quand vous regardez la saison en cours, c'est très relevé. C'est très relevé. L'autre chose, c'est que, à défaut d'avoir, comme en France, une direction nationale de contrôle et de gestion, le gendarme des clubs professionnels en France, cette mesure-là, c'est-à-dire le fait d'avoir réduit ou ramené à 14 le nombre de clubs prenant part au championnat, même si j'estime qu'il faut encore davantage réduire, fera qu'on ne retiendra que les clubs qui, sur le plan budgétaire, peuvent tenir la cadence. Parce qu'il faut le reconnaître quelque part aussi, que l'environnement socio-économique de notre pays n'est pas de nature à aider les clubs de sport, que ce soit dans le football ou dans les autres disciplines, de véritablement se mouvoir. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué pour nos clubs que ceux qui n'ont pas assez de matière, alors, qui ne sont pas ingénieux, ceux qui ne sont pas capables de mobiliser les ressources sont appelés à disparaître. Donc, réduire à 14, ça permet qu'on ait dans l'élite ou au sein de l'élite que les clubs capables de pouvoir tenir la cadence, capables de pouvoir tenir le rythme. Et je l'ai dit, pour moi, même 14, c'est encore beaucoup. Si on peut ramener à 10. On a quand même écouté Bonaventure Ndjonkep récemment pour parler de ce qui est récent, parler d'un certain nombre de choses, de dysfonctionnement au sein de l'Union sportive de Douala, là où lui-même était obligé de s'impliquer financièrement. Donc, comment vous expliquez qu'un club comme ça soit en élite? Si on avait ce que je viens de dire, là, la DNCG, la Direction nationale de contrôle et de gestion, bon, c'est sûr que peut-être même en élite, on n'aurait même pas 3 ou 4 clubs. Voilà, c'est ça le problème. Mais au moins, réduire le nombre de clubs qui prennent part au championnat d'élite, en élite 1 et en élite 2, permet d'une certaine façon de faire ce tamis-là et de n'avoir que à peu près. Je vois le grand frère qui fait l'amour, mais je ne dis pas qu'on n'a que les clubs qui financièrement tiennent la cadence, mais au moins ça permet d'élaguer et progressivement il n'y aura que ceux qui peuvent tenir qui résisteront. Président Fouda. Oui, nous avons géré le football, dominé le football africain avec des championnats à 16 et parfois même à 18. Je me souviens lorsque Vincent on en avait gagné ces élections, il avait dit que non, je repêche Union de la Bombe et Panthère, ça a fait un championnat à 18 et nous dominions l'Afrique longuement. Sauf que grand frère, toi tu l'as dit dans ta première prise de parole. Je sais que l'économie a commis, mais écoutez, moi, c'est peut-être, disons que c'est un problème de volonté politique. C'est là-bas que moi je vois comment résoudre ce problème, un problème de volonté. Pourquoi? Parce que, vous savez, en 81, Union allait battre Stationery Store au Nigeria, à Lagos, mais Stationery Store, c'était l'équipe de commerçants. Des commerçants qui se mettent d'accord pour créer une équipe de haut niveau. Arab Contractors en Égypte, c'est une société qui, un peu comme nous disons ici, Prévoyance avait une équipe, mais il y a plusieurs sociétés d'État qui génèrent beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que le corpo, il y a 40 ans, était très très relevé, au point que Biao qui recrutait les Maïbi, les Ndjemarous, tous ceux ils avaient, parce que la concurrence était au niveau de l'image. Et c'était très très relevé et ils recrutaient des sportifs de première division pour jouer dans leurs équipes corpo. Mais c'est dans le contexte actuel, cette formule-là attendez, si le grand frère permet. Une minute, si je prends SNH, SCDP, il y a plusieurs sociétés, les impôts. Si vous voyez ce que génère la mutuelle des impôts. Mais c'est énorme. Le problème, justement, grand frère, c'est que l'époque que tu décris, et qui est vraie, on a dominé le football africain dans les années 70 et même jusque vers la fin des années 90. Oui. Je me souviens quand on dispute sa dernière finale de Coupe d'Afrique, c'était en 2000 contre le Zamalek. Et un an après,
le Tonnerre fait pareil en Coupe de la CAF. Et puis après, il y a eu Coton Sport de Garoua dans les années 2000. Oui. Mais la différence fondamentale entre cette époque-là et celle-ci, c'est que les joueurs n'étaient pas, le football n'était pas professionnel et donc les joueurs n'avaient pas le statut de professionnel. C'est pour ça qu'ils pouvaient être employés dans d'autres structures et jouer en club. Et bien évidemment, tu as parlé de David Maébi qui était à la Yao et qui avait joué dans l'Union de Douala. Je peux te citer comme ça beaucoup de joueurs qui étaient... qui naviguaient entre les entreprises et les clubs. Et là, je ne parle que des cas des joueurs qui appartenaient à un club et travaillaient quelque part. Il y avait des entreprises qui elles-mêmes avaient des clubs en élite. Il a parlé de la prévoyance. Emmanuel a joué Impôt. Aujourd'hui, il y a FAP. Bon, ça c'est... Fogapé et tout ça. Le public ou le parapublic. Et même dans le privé, c'est possible. Mais aujourd'hui c'est quand même l'OFMIPROF, oui, c'est... Voilà, un football féminin. C'est pour le ministère de... Promotion de la femme. Exactement. Donc c'est normal que... Et puis l'OFMIPROF, on le sait, à un moment donné, a dominé des pieds de la tête le championnat, le football féminin. Parce que ces joueuses... D'ailleurs, il n'y avait qu'à l'OFMIPROF que les meilleurs pouvaient aller parce que c'est le club qui payait bien. Et voilà. Donc on va là où la rémunération est bonne. Aujourd'hui, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir des joueurs qui se revendiquent du statut de professionnel en club et qui bossent ailleurs. On peut en trouver, mais c'est devenu de plus en plus rare. Ça, c'est d'un. L'autre chose, c'est que les entreprises ont décidé de tourner le dos au mouvement sportif camerounais. Pas seulement au football. Prenez toutes les disciplines, c'est pareil. Aujourd'hui, en cyclisme, on pouvait te citer, dans les années 60-70, au moins 10 entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, qui avaient des clubs de cyclisme. C'est pour ça que le cyclisme camerounais, dans ces années-là, était rayonnant. Très performant. Pareil dans d'autres disciplines sportives. Mais aujourd'hui, et curieusement, au moment où la loi de finances leur accorde certaines exonérations sur le plan fiscal, que ce soit à ce moment-là que les entreprises ne s'intéressent pas au mouvement sportif. Alors qu'on leur dit, il suffit que vous souteniez le mouvement sportif, il y a un rabattement sur ça de 5%. Oui, mais c'est aussi que les politiques faiblissent à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ailleurs ça fonctionne très bien et qu'au Cameroun ça ne fonctionne pas. Moi, je prends un peu un autre cas. Je dis, ça devrait être facile et très bien pour les acteurs, que ce soit les footballeurs ou alors les entraîneurs. On prend une équipe comme, vous voyez, tout Djombe Pendja n'a pas d'équipe. Il y a un PHP qui brasse assez d'argent. C'est pas normal. Vous arrivez par exemple à EDEA, vous avez à l'UQAM, qui brasse assez d'argent, qui n'a pas d'équipe de football. Je dis, ça se passerait pas. On ne leur demande même pas d'avoir d'équipe de football. Oui, pas forcément de football, exactement, pas forcément de football. Il y a eu un débat ici, il y a eu un débat et il ressortait de ce débat que, bon, au niveau de... Il y avait comme un problème dans la structuration, dans les conditions même de sponsoring, c'est-à-dire l'entreprise va demander un certain nombre de documents, par exemple, et le club... parfois incapable de fournir ça. Aussi, c'est important. C'était un blocage. Oui, moi, j'ai assisté à une réunion de Léopard où les dirigeants disaient Dangote est prêt à mettre de l'argent. Mais pour d'autres conditions, pas bien faites, pas bien explicables, les gens ne peuvent pas. Mais je dis, c'est que normal. C'est-à-dire qu'il est normal que vous allez, quand vous empruntez la route de Kribi, il y a peut-être 2 sociétés de cimenterie là-bas qui peuvent aider les équipes de Kribi. Vous arrivez ici, là, vous avez Dangote qui s'est implanté dans un site traditionnel qui peut aider soit le léopard, soit le caïman, ou alors, je dis, avec ça, les équipes n'en souffriront pas. Mais qu'est-ce qui bloque? Il faudrait que les équipes commencent à se structurer. L'autre chose aussi, ça, tu as bien fait de le relever, Lydie. Comment les clubs sont structurés, comment les clubs sont organisés. Une entreprise ne peut coller son image que là où elle a le sentiment que les choses sont bien faites, les choses sont bien structurées, bien organisées. On demande aux clubs de se constituer en société anonyme à objet sportif. Combien de clubs au Cameroun? Soyons honnêtes. Même comme ça se dit professionnel là. Mais combien de clubs au Cameroun aujourd'hui
sur le plan juridique, ont réussi à faire cette mutation. Ils sont 14 aujourd'hui en élite, mais Lydie, je peux te garantir que sur les 14, tu as à peine 5. À peine 5. Et quand je dis 5, peut-être j'exagère même. Tu as le canon sportif de Yaoundé. Coton, c'est un cas à part. Donc du coup, j'exclus même Coton de la liste. Tu as le canon sportif de Yaoundé. Quand je dis même 5, là, j'exagère. Peut-être c'est seulement canon. Il y a Colombe. Même Colombe, là, vraiment, permets-moi de douter de son véritable statut juridique. Je parle du statut juridique. Oui. Mais le club qui véritablement a réussi cette mutation-là, de ceux que je connais bien évidemment, et je parle sous le contrôle du grand frère Atanavouna, c'est le canon sportif de Yaoundé. Maintenant, on peut rajouter Coton, mais j'ai dit Coton, c'est un cas particulier. Donc, quelle entreprise? Et ce n'est donc plus un hasard si Canon peut aller devant les entreprises pour solliciter leur partenariat. On voit sur le maillot de Canon, sur les maillots de Canon, les entreprises qui accompagnent ce club. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas leur faire de la publicité gratuite. Mais c'est tout ce que les entreprises également ont. Peut-être que ça participe des blocages ou alors de la réticence de ces entreprises-là à accompagner les clubs. À quel niveau une équipe comme l'Union de Douala a échoué d'avoir des choses similaires comme au Canon? À quel niveau? Parce qu'on peut pas comprendre que c'était quand même l'équipe phare du littoral. Moi, je crois que c'est un problème de mentalité, mentalité de base. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a qui est assez proche peut-être 15 ans. Non. Le cas de l'Union, par exemple. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas intégré dans la gestion de l'Union. Mais je peux dire, c'est ce dont je suis sûr, le président Gassapi n'est pas au quotidien de la gestion de l'Union. Il est là comme le gardien de l'Église, c'est-à-dire s'il y a crise, c'est lui qui vient mettre de l'ordre. Un peu comme Kongwedima était dans Canon. Et il y a des présidents qui gèrent et lui, il est là comme personnalité morale, le gardien de l'Église. Moi, je voulais vous donner un exemple, celui de l'Orix de Douala. L'Orix est allé jusqu'en 3e division. Et Arnopoulos, qui a été gardien de but de l'Orix de Douala dans les années 60, s'est senti mal. A débloqué, je crois, quelque chose comme 15 millions pour que l'Orix remonte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après 3-4 journées, les dirigeants de l'Orix sont venus voir Arnopoulos pour dire que vraiment, la personne que vous avez désignée pour gérer l'argent là, on ne comprend pas, l'argent on ne voit pas, vraiment il faut nous donner l'argent, nous on va gérer. Mais Arnopoulos leur a demandé que mais je ne comprends pas, c'est votre ancien joueur qui est mon comptable ici, c'est lui qui gère cet argent. Comment vous voulez que je doute de mon comptable et qui est votre ancien joueur de l'Orix de Douala et qui a même m'a convaincu d'aider l'équipe. Mais Arnaud a dit que vraiment, gérer l'argent là, c'est fini. La saison qui suivait, il a décroché. Donc, c'est tout cela. Regardez des équipes cantonales, comme Léopard, Caïman, Oris et autres là. C'est-à-dire qu'il faut toujours que le chef décide. Le chef donne son avis. Et à partir de là, quelle société va commencer à mettre de l'argent. Mais, j'ai dit, s'il y a une volonté politique depuis le haut, ça va se passer. Il y a beaucoup de sociétés d'État qui brassent beaucoup d'argent. Si on entre seulement dans le pétrole, il y en a beaucoup qui peuvent, même des sociétés privées, débloquer 100 à 150 millions par an. C'est pour soutenir une équipe vraiment... que leur budget ne souffrirait pas de rien. Oui, donc c'est pour dire que c'est un problème de volonté politique. Moi, j'ai dit les affaires de loi des finances, c'est un peu de saupoudrage pour dire qu'on aide les sportifs, mais vraiment, quand il y a le désordre dans le football, aucune société ne voudrait associer son image à ce désordre-là. Ça aussi, il faut, de l'environnement. Voilà, il faut assainir aussi. Donc, j'ai dit, les sportifs, vraiment, je regrette, n'évoluent pas dans un environnement clair. Déjà, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas clair et ils ne sont pas assurés parce qu'on a vu il y a deux ou trois cas de footballeurs qui sont décédés dans les stades
Qu'est-ce qui s'est passé? La FECAFOOT a juste envoyé peut-être 500 000 francs pour aider la famille. Mais est-ce que c'est ça? C'est pas ça l'assurance. Que dire, la licence comporte quoi exactement? Une licence, ça devrait être, il va avoir l'assurance dans les frais de licence. C'est normal que la FECAFOOT accompagne. Qu'est-ce que le club a fait pour le joueur? Voilà, en tant que... Écoutez. Est-ce que ce n'est pas au niveau du club qui emploie ces gens-là? Tout est au niveau du départ. C'est le club qui est l'employeur du joueur. Attends, un club amateur, vous leur donnez quels moyens pour vraiment bien encadrer les c'est joueurs? le moyen, le président qui décide de créer son club doit avoir le minimum. Parce que si ce n'est pas ça, oui, avant d'atteindre l'élite, il faudra avoir le minimum. Parce que si vous n'avez pas le minimum, il ne faudra pas venir, on dit au jargon du quartier. Ça entre dans le cadre du contrôle de gestion, comme en France, comme dans beaucoup de pays, donc un cahier de charges. Vous savez, pour organiser une CAN, la CAF vous donne le cahier de charges que vous devez respecter. Tout à fait. Sinon, il vous enlève l'organisation. Donc, il y a trop de tolérance chez nous et c'est ça qui fait problème. Il y a une grande tolérance. Les équipes qui ne sont jamais devenues, n'ont pas ouvert un volet société. Il y en a beaucoup, mais le championnat se joue. Tout le monde triche à son niveau, c'est ça qui plombe tout en fait. Oui, mais ça, la fédération doit être ferme. Et ça veut dire quoi? Déjà, quand je suis surpris que des équipes aient même abandonné le jeu la saison dernière, comme Bamboutos, comme Lyon Sport, parce que tout le monde se plaignait. La subvention de l'État n'arrivait pas pour aider à payer les salaires et tout. Et qu'en début de saison, tout le monde se retrouve en train de reprendre le jeu. Non, les équipes n'ont pas abandonné, il n'y a jamais eu de forfait général, grand frère. Vous savez, entre les arrangements. Non. Abandonner veut dire... Bamboutos a fait 3 journées sans jouer. Non, du tout. Entre les arrangements et la tolérance, il a fallu que le ministre du Messi réunisse les gens et tout, que le gouverneur et tout. Donc, vous savez... Il n'y a jamais eu de forfait. Qui décide du forfait? C'est la fédération. Oui. Et la fédération ne veut pas qu'il y ait forfait et trouve les moyens d'arranger ça. Mais je dis, vous ne pouvez pas vous plaindre toute une saison et aller reprendre le jeu sans vous être assis pour arranger tout cela et reprendre. Quand John Kep se plaint, et c'est pourquoi? Parce que dans l'Union, comme vous dites que je suis si proche, là-bas, j'apprends que quand le président arrive, il décide unilatéralement de monter les salaires à 200 000, sans avoir consulté les présidents de club. Ils disent que c'est ça qui fait problème. Parce qu'ils étaient à 100 000 francs d'abord, Elite One. Avec ou sans subvention? Ils étaient à 100 000 francs. Ils n'arrivaient déjà pas à payer ça. Quand tu viens, parce que tu veux donner toute la grandeur au football, d'accord, mettre les sportifs à l'aise, tu décides de 200 000, mais c'est une histoire de vous vous mettez d'accord, vous concertez. Est-ce que vous pouvez payer? Est-ce que les subventions que l'État donne, ces subventions permettent de payer ces salaires? Est-ce que c'est tout cela qui fait problème? Il faut que les gens se mettent d'accord. En athlétisme, Mbango a eu à nous dire qu'elle a gagné la médaille d'or devant une Chinoise. Une Chinoise qui est aux États-Unis. Et à la fin, la Chinoise l'a invitée là-bas. Mais il dit que vraiment, cette athlète a une subvention mensuelle que l'État lui donne pour avoir décroché la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Mais au Cameroun, on vous donne une voiture et puis basta. Ok, on vous a récompensé, ça va comme ça. Est-ce que Mbango est aux côtés de la Fédération camerounaise d'athlétisme pour conseiller pour ceci, pour autre? Ce n'est pas évident. Donc c'est tout cela qui fait problème. Alors tout à l'heure, Georges, vous étiez en train de dire, bon, il n'y a pas les conditions de travail, les meilleures conditions de travail pour le sportif et qu'on devrait favoriser ça. Que peuvent faire justement les sportifs dans ces cas-là? Est-ce qu'ils vont toujours continuer à rester et à attendre que peut-être ce soit d'autres
d'autres personnes qui décident? Ou alors est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même un moyen? C'est vrai, par exemple au niveau du foot, il y a le syndicat des footballeurs, mais on a vu aussi ce grand conflit avec la Fédération camerounaise de football à ce sujet. Que pourraient éventuellement faire les sportifs pour tenter de rentrer un peu dans leurs droits? Bien. Que peuvent faire les sportifs? Le droit du travail leur connaît la possibilité de faire grève. S'ils estiment qu'ils n'ont pas les conditions les meilleures de travail pour exercer leur métier, ils font la grève. Moi, ça me renvoie un peu dans l'Europe du Moyen-Âge avec la révolte de la classe ouvrière. Parce que si aujourd'hui, de ce côté, on sait ce que c'est que le travail, c'est ce qu'ils ont d'ailleurs dit, à travail égal, salaire égal, c'est parce que la classe ouvrière, pour ne pas dire le prolétariat, en avait marre de ce que la bourgeoisie s'enrichit sur son dos. Et on dit, plus jamais cela. C'est d'ailleurs l'origine de ce que nous célébrerons le 1er mai d'ici peu, la fête du travail. La révolte de la classe ouvrière qui a dit fini les mauvaises conditions de travail. Nous aussi, nous aspirons à de meilleures conditions de travail. Nous voulons nous épanouir dans la société. Bref, peut-être pas avoir le niveau de vie de la bourgeoisie, mais au moins vivre décemment, avoir un travail décent, un salaire décent pour faire vivre nos familles. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les sportifs devraient copier l'exemple de la classe ouvrière de l'Europe du Moyen-Âge? Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais j'ai dit tout à l'heure, le droit du travail ou la législation du travail leur reconnaît le droit de faire prévaloir ou de revendiquer un certain nombre de choses, bien évidemment dans le respect de ce que prévoit la législation en vigueur. Donc ils peuvent faire grève. C'est ce que d'ailleurs certains footballeurs font dans d'autres clubs. Mais le problème chez nous, c'est que est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont suivis? Parce que je crois que voilà le fond du problème. J'ai dit dans le respect de ce que prévoit la législation. Il y a des préavis de grève qu'il faut, envoyer au patron pour lui dire depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, je ne sais pas combien de temps ça peut faire pour qu'il commence à penser qu'ils peuvent revendiquer. Mais je crois que le droit du travail dit c'est 2 mois. D'impayé, vous pouvez commencer à revendiquer. Donc, ils envoient des préavis de grève, des mots d'ordre de grève, et ils s'organisent en syndicat à l'intérieur de l'entreprise, donc du club. Il faudra aussi un délégué du personnel. Bien sûr, délégué du personnel. C'est comme ça, ce sont des entreprises, ça doit fonctionner comme tel. Donc, délégué du personnel qui porte la voix du personnel, donc des sportifs. Ça peut être des footballeurs, des handballeurs, des basketteurs, etc., etc., etc. Si le patron ne prend pas en considération leurs desiderata, ben à ce moment-là, donc, ils peuvent initier un blocage du travail. Malheureusement, aujourd'hui, ils peuvent décider de ne plus venir aux entraînements. Les clubs ne sont pas encore transférés en société. Je dis que voilà l'une des options. L'une des options. L'autre, c'est que, bon, ils ont un syndicat qui peut porter leur voix, le SINAFOC. Il y a une association qui peut également défendre leur cause, l'ANFC de Lucien Mutombo. Bref, aujourd'hui, le sportif, là je parle du football. Le footballeur, voilà. Maintenant, je ne sais pas comment ailleurs on est organisé, mais de manière globale, le sportif camerounais a la possibilité de revendiquer un certain nombre de ses droits. Il en a la possibilité. La loi camerounaise, la constitution, la loi fondamentale du Cameroun, et bien évidemment les autres textes réglementaires dans ce sens-là, leur donnent la possibilité de revendiquer de meilleures conditions de travail. Voilà. Donc ça, c'était pour le sportif. Maintenant, et ça c'est pour revenir un tout petit peu à ce que le grand frère disait tout à l'heure. Passer les salaires de 100 à 200 000 francs. Si vous estimez que c'est beaucoup, pour moi c'est même encore très petit. Au regard de ce que
les sportifs produisent à l'entraînement et en match, physiquement et mentalement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une profession qui soit aussi exigeante que le sport de manière générale. Je ne parle pas seulement du footballeur. Donc, pourquoi estimer que passer de 100 000 francs à 200 000 francs, c'est trop demandé au club? Ce n'est pas la subvention qui devrait constituer la quote-part principale du budget des clubs. Et je l'ai souvent dit, la subvention même peut arriver un an après. C'est la subvention. L'État peut décider de mettre cette subvention à la disposition de la Fédération camerounaise de football pour les clubs, même 2 ans après. J'ai souvent pris l'exemple des établissements scolaires. Les subventions peuvent arriver 1 an, 2 ans après. Entre-temps, vous faites comment? Vous ne fonctionnez pas parce qu'il n'y a pas de subvention? Non. Que les clubs, une fois de plus camerounais, réfléchissent aux moyens d'aller chercher de l'argent. Il y en a, il y a la possibilité de le faire. J'ai cité l'exemple du Canon. Bon, les sponsors du Canon ne donnent pas de sommes faramineuses, mais au moins, il y a déjà cette initiative-là. Il y a déjà le fait d'avoir pensé, d'avoir planifié, d'avoir... Mais les conditions adéquates pour... c'est pour ça que je dis que les clubs, eux-mêmes fassent leur aggiornamento, que les clubs fassent leur examen de conscience, que les clubs se regardent dans la glace et se disent, ou alors se posent la question de savoir, est-ce que je suis vraiment éligible à aller vers une entreprise pour lui demander de m'accompagner? Ça, c'est le premier travail que les clubs doivent faire. S'ils le font, s'ils l'ont compris, qu'ils le fassent, et après, la suite suivra. Georges Rim, moi je voulais te dire que concernant le premier volet d'une possibilité de grève, tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe dans notre contexte. Voilà. Dès qu'il y a des velléités de grève, les dirigeants appellent un certain nombre de joueurs pour dire que, écoutez, mais qui ne s'en prennent on vous donne... On règle vos problèmes, vraiment, ne soutenez pas ça, et ça échoue. Maintenant, concernant les salaires, je suis d'accord, par rapport à la débauche d'énergie, mentale, physique et tout, 200 000, c'est peu, je suis d'accord, mais on est dans un contexte camerounais où la FIFA a décidé que tous les pays s'arriment au professionnalisme sans aucune préparation, sans rien préparer. Donc, avec des clubs qui n'avaient pratiquement rien. Mais ça date de combien d'années déjà? Non, écoutez, passer de l'amateurisme tel que ça se faisait, c'est-à-dire c'était pratiquement un semi-professionnalisme dans le temps, à un professionnalisme où il faut faire le conseil d'administration, le ceci, le cela. Nos équipes ne sont même pas encore habituées à cela. Tu as dit tout à l'heure que c'est aussi un problème d'état d'esprit. Ça fait combien d'années? Je vais toujours prendre en exemple le Canon. Donc, c'est parce que c'est mon club. Comment dans le Canon on a réussi à le faire? Aujourd'hui dans le Canon on a un conseil d'administration. C'était pas facile aussi. Hein. Oui, c'était pas facile. À force, oui, effectivement, parce que tu avais dans le Canon des gens qui refusaient de voir cette réalité-là en face. Parce que ce qui est sûr, on ira seulement, comme on dit au quartier, on ira sauf que dans ça. Il n'y a plus moyen de faire rétro-pédalage. Jérôme, aujourd'hui, les clubs nord-africains, les clubs sud-africains, oui, vous allez me dire l'Afrique du Sud, c'est le plus grand pays économique d'Afrique. Mais je rappelle, et il fait bien de le dire, dans les années 60, 70, 80, l'Afrique du Sud avait déjà des clubs. Les pays de l'Afrique du Nord avaient des clubs. Tout à fait. Ceux de l'Afrique de l'Ouest avaient des clubs. Pour ne citer que cela. Mais les clubs camerounais excellaient sur la scène continentale. Mais comment aujourd'hui expliquer que nous soyons à la traîne pendant que ces clubs-là, si on vous donne le budget d'un club comme Al Ahly, mais vous allez devenir fou. Mais ils ont fait comment? Ici en Afrique ou bien au Cameroun, c'est des familles. On sait que c'est des familles qui étaient à la tête des clubs, qui essayaient de tenir les clubs. Al Ahly aussi a commencé comme ça. Quand ces gens-là ont disparu, le national du Caire, de l'Union. Le national du Caire, Al Ahly, a aussi commencé comme ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui crée. Et puis,
progressivement, ils se sont constitués en société. Je fais ce parallèle pour dire quoi? Que c'est son grand-père qui avait le Je fais ce parallèle pour dire quoi? Tu as bien fait de prendre l'exemple du canon, où il y avait 1, 2, 3 canons. Justement parce que certaines personnes, dans le canon, n'avaient pas encore compris que les époques ont changé. Et que... Au Cameroun, en fait, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui. J'ai dit donc que, vous allez comprendre les clubs, dans l'union, si ce n'est pas tel... C'est pour ça, Jérôme, j'ai dit tout à l'heure, peut-être tu m'as mal compris, que les clubs fassent leur aggiornamento, que les clubs fassent, autant pour moi, leur examen de conscience. S'il y en a qui pensent qu'on va continuer à fonctionner comme il y a 20, 30 ans, mais qu'ils acceptent également de disparaître de la scène. Ceux qui vont et qui ont compris que cette mutation est irrévocable, inévitable, vont avancer. Les 4 ou 6 meilleurs clubs africains fonctionnent sur quelle base? Mamelodi Sundowns, c'est un milliardaire. Exactement. C'est pas des hommes d'affaires au Cameroun. Il y a des milliardaires dans ce Cameroun. Donc qu'ils prennent aussi les clubs. Ces milliardaires du Cameroun n'aiment pas le sport. Je ne vais pas leur faire ce procès, ces milliardaires qui n'aiment pas le sport. C'est leur argent. À l'époque, il y avait au mois d'Amas, c'est les Zouga qui tenaient les clubs. Mais aujourd'hui, mais qui ne sont plus. Après eux, ça n'a pas fonctionné. Jérôme. Je ne ferai pas de procès en sorcellerie à nos milliardaires qui n'aiment pas le sport. C'est leur argent, ils l'investissent où ils veulent. Mais maintenant, les clubs camerounais et ceux qui y sont, vous voulez devenir professionnel? Alors changez de mentalité. C'est tout ce que je dis. Changez de mentalité. Parce que je le dis, je le martèle, c'est pas moi qui le dis. C'est la réalité, triste ou pas. Selon laquelle, si vous voulez exister dans le mouvement sportif camerounais, et particulièrement du football, puisque nous parlons de football globalement, ou généralement le plus souvent, c'est que le professionnalisme ne s'accommode plus d'une certaine façon de penser. Nous sommes d'accord. Parce qu'il y a des exemples qui sont là. Vous allez voir, par exemple, au Léopard, on va vous dire que le club de soutien de Paris qui gère le Léopard au Cameroun. Vous voyez que c'est difficile. Donc je dis par exemple que au Cameroun, c'est des familles. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de l'Union. À l'époque, c'était Gassapi. C'est simple. Aujourd'hui, qui n'est plus là? Si l'Union ne peut pas... Si les équipes sont restées dans le cantonat. Si l'Union... C'est-à-dire qu'on sait que le canon, si tu n'es pas natif de Kondongo, tu ne prends pas le canon. Si tu n'es pas natif de Deido, tu ne gères pas le Léopard. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Je dis la majeure... C'est pas vrai pour le canon, je suis d'accord. Oui, la majeure partie des équipes... l'exemple du canon. Non, c'est pas vrai. Je veux dire la majeure partie des équipes sont... Parce que vous allez prendre... Bon, par exemple, ailleurs, ça fait exception. Vous allez prendre, par exemple, le Stade Renard, où c'est quelqu'un qui sort de l'eau. Mais je dis, vous ne pouvez pas être petit et venir vous intégrer dans le Léopard, par exemple. Ça serait difficile. Même quel que soit votre budget. Coton Sport a émergé. Pourquoi? Parce qu'il y a Mohamed, il y a Mohamed a fait mettre les moyens. Beaucoup de moyens et recrutés à l'extérieur. Exactement. C'est le club de l'entreprise. Ce n'était pas l'argent de Iya Mohamed. Oui, même aujourd'hui. Ce n'était pas l'argent de Iya Mohamed. C'est la mutuelle qui finance Coton Sport, pas au même niveau, mais Coton toujours dit que c'est pas l'argent de Coton Sport est amené à toujours être parmi les meilleurs. C'est pour ça, tu fais bien de prendre l'exemple de Coton, comme j'ai pris l'exemple de Canon. C'est une société d'État. C'est un message, aux autres clubs. Vous voulez exister dans le milieu professionnel, faites le ménage et dans la tête. Soyez professionnel. C'est tout. À tous les niveaux. Sinon, vous allez disparaître. Voilà, merci bien. Oui, mais il y a aussi une autre formule. On peut faire des championnats régionaux et après un play-off, les champions font le play-off. On parle de championnat professionnel. Oui, non. Écoutez, il y a plusieurs formules. La preuve, la formule actuelle, je ne vois pas ce que ça donne. Je parle de professionnalisme. Même les championnats, même dans les championnats, à la tête des clubs, même dans les championnats régionaux, grand frère, même dans les championnats régionaux, si on parle professionnalisme, il faudra s'y faire. Au Brésil, par exemple, c'est un peu cette formule. Mais ce sont des clubs professionnels. Ce n'est pas des clubs amateurs. Donc, si vous voulez, si cette formule-là, tu souhaites qu'on l'applique au Cameroun, est-ce que ça dispensera les clubs de se mettre à jour du professionnalisme? Non.
Donc, la solution, c'est que les joueurs, les clubs... Il faut s'arrimer. Il faut s'arrimer. Merci d'être venu débattre avec nous. On va quand même souhaiter bonne fête de travail. Hein. Bien évidemment. Aux sportifs. Aux employés de STV. Merci à toute l'équipe technique avec Adonis Diamène à la réalisation ce soir, Yvonne Amougou au maquillage. On a aussi bénéficié de la présence, de l'assistance de Roland. Amis sportifs, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.